L'homme et la forêt sont intimement liés, mais depuis la nuit des temps. Si le végétal n'était pas arrivé sur Terre, il n'y aurait pas eu l'animal, donc pas d'homme. La forêt toute seule aussi, elle ne se perpétue pas éternellement, on le verra peut-être un peu plus tard. Donc l'homme est là pour aider la forêt à subsister. La forêt a permis à l'homme d'exister. Sans aucune intervention humaine, on commence par la steppe. C'est comme ça est arrivé le végétal, la steppe, et dans la steppe arrivent à germer des essences pionnières qui ont des graines excessivement légères qui permettent de se faufiler le long des graminées pour atteindre le sol et enfin germer. Ces essences pionnières, c'est le bouleau, c'est le tremble, c'est le pin sylvestre. Elles ont une caractéristique, c'est d'être pas trop longévives, parce que leur fonction, c'est de créer une ambiance forestière dans laquelle, grâce à l'humidité, les essences de lumière peuvent s'installer. Alors, les essences de lumière, c'est le chêne, c'est le charme, le frêne, enfin, toutes les essences qui servent essentiellement à faire du bois d'œuvre et qui, amenés par les animaux, par le vent, de façon ou d'une autre, arrivent à germer parce que les essences pionnières ont créé un microclimat au niveau du sol qui permet la germination des graines. Ces essences de lumière finissent par monter puisque les essences pionnières meurent, donc elles leur laissent la place et elles colonisent tout l'espace. Sous elles arrivent les essences d'ombre. Alors, il y a des germinations de graines d'essence de lumière, mais qui n'arrivent pas à se développer parce qu'elles sont à l'ombre. Seules les essences d'ombre arrivent à survivre à l'ombre des essences de lumière. Alors, l'essence d'ombre, essentiellement le sapin pectiné, le sapin et le hêtre. Et ces essences d'ombre, elles arrivent à monter le long des essences de lumière, et puis, une fois qu'elles sont arrivées dans la canopée, elles les poussent et puis hop, les élimine. Et les essences de lumière laissent la place aux essences d'ombre. Mais sous les essences d'ombre, il n'y a plus de germination possible. Je ne sais pas si vous avez été dans des hêtraies, il y a de très belles hêtraies en France, c'est superbe, on peut y aller en chaussures de balle. Il y a des feuilles par terre, c'est magnifique, il n'y a pas de ronces, il n'y a rien, parce que les essences d'ombre, ayant mis de l'ombre, ont tué tout ce qui était vie végétale en dessous d'elle. Donc, une fois qu'elles meurent, parce qu'elles finissent par mourir, bah, retour à la steppe, les graminées se réinstallent et on a un retour à la steppe, et alors le cycle redémarre. Alors, le but du forestier, c'est justement d'établir des chintes. C'est établir des chintes pour qu'on ne revienne pas à la steppe régulièrement. Car ce cycle, il est quand même millénaire, hein. L'homme, depuis qu'il existe et qu'il a eu un pouvoir sur la forêt, il a vu le danger. La steppe, elle est merveilleuse pour les petits coléoptères et les différents tout petits animaux. Elle n'est pas du tout nourricière pour l'homme, à qui elle n'apporte rien. Donc l'homme établit des chintes pour ne pas revenir à la steppe. Alors l'expert forestier, il est dans 99% des cas activé par un propriétaire privé. Pour tout ce qui est forêt d'État, c'est l'Office national des forêts, c'est-à-dire que ce sont des fonctionnaires qui sont de brillants sujets, mais qui sont des fonctionnaires avec des horaires de fonctionnaires et une carrière de fonctionnaire. Les privés font appel aux experts forestiers et les tribunaux, parce que les tribunaux ont besoin de gens impartiaux en principe, connaissants et impartiaux. Donc il y a le volet expert judiciaire qui ne m'a jamais beaucoup intéressé parce que j'ai découvert que quand il y avait une escroquerie en forêt, celui qui prépare l'escroquerie sait qu'il va escroquer. Et il a toutes les preuves de sa bonne foi. Alors que la personne qui se fait escroquer, ben, il est surpris, il avait confiance en quelqu'un, en un marchand de bois, il lui a vendu des bois, puis hop, ça se retrouve devant les tribunaux parce qu'il se fait voler. Et il a jamais aucun papier qui va bien. Donc le métier d'expert, c'était quand même de dire la vérité, et la vérité, c'était que c'était souvent l'escroc qui avait raison. Donc j'ai très vite refusé toutes les expertises judiciaires. Dans ce qui est la gestion privée,
on intervient comme analyste du problème forestier, on est un prescripteur dans un second temps, et dans un troisième temps, on est un commerçant. Car quand il faut vendre une coupe de bois, eh ben, il y a plusieurs façons de la vendre, la bonne et la mauvaise. Comme la forêt point privé, c'est quand même une source de revenus, c'est pas uniquement les petits oiseaux, même s'il y a beaucoup d'affectifs, c'est une source de revenus et on se doit de vendre au mieux. Il y a des experts qui sont plus ou moins riants dans cette activité commerciale qui est quand même importante. Alors ça, c'est le côté gestion. Ensuite, il y a le côté estimation. On a besoin de temps en temps de savoir la valeur d'une forêt, soit pour une succession, soit pour une vente. On doit pouvoir dire combien vaut la forêt à l'instant donné. Alors ça, c'est le côté estimation, qui est un élément assez important pour le propriétaire, mais qui ne devient pas souvent. Les générations ne meurent que tous les 30 ans. Donc il y a une succession après tous les 30 ans, et on n'a pas besoin de vous tous les jours. Mais c'est des moments excessivement sensibles parce qu'on touche au patrimoine. Et ça, quand on touche au patrimoine, on touche à l'humain et à la famille. Et le nombre de familles qui peut arriver à se brouiller lors de succession, c'est considérable. Et quelle que soit l'importance du bien, quelquefois c'est une petite cuillère qui va brouiller deux personnes. Donc là, il faut prendre une autre casquette, la casquette du vieux sage, qui dit, écoutez, à quoi ça sert? On prend quatre frères et sœurs, on leur donne la même somme d'argent. 10 ans après, il y en a un qui sera SDF et il y en a un qui sera milliardaire. Et puis voilà, c'est comme ça. C'est la personnalité de chacun, les risques qu'il aura pris, les rencontres qu'il aura fait. Donc, à quoi ça sert de vous brouiller? L'unité de votre famille, elle est beaucoup plus longue que les 6 ou 7 ans qui séparent la disparité de vos patrimoines. Jamais je suis parti au travail en me disant, zut, je vais travailler. C'est ouais, ce matin, oh, on va voir la forêt de Sassy, formidable. Ah ben, il faut que j'aille regarder là, qu'est-ce que sont devenus mes petits châtaigniers, mes petits Douglas, etc. Et on pourrait les prendre pour des fous, les propriétaires. Ceux qui payent des fortunes pour une plantation qui peut échouer, et qui ne sera récolté que dans 150 ans. C'est même pas leurs petits-enfants qui les verront, parce qu'ils savent très bien que la forêt risque 10 fois d'être vendue d'ici là. Donc ils travaillent pour l'humanité, c'est formidable. Et puis alors les gardes forestiers sont des gens extraordinaires. C'est des gens qui ne comptent pas leurs heures, c'est des gens qui observent, qui regardent, qui nous disent, en toute modestie, en posant la question, ils disent, voilà ce que j'ai regardé, ce que j'ai observé, est-ce que vous croyez que il y a une raison? Et du coup, le cerveau se met en branle, dit, mais oui, ça j'avais jamais vu. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on apprend tous les jours. Pour être forestier, il faut euh, l'observation, l'humilité, la patience et l'obstination quand même. C'est-à-dire que il faut pas changer de cap tout le temps. On a eu la patience d'attendre, qu'on voit oh ben, ça fait pas exactement ce que je fais, hop, je change de cap, je coupe tous mes arbres, je recommence. La nature, elle est très très lente à réagir. Donc ça, c'est les qualités du forestier. Maintenant, les qualités de l'expert forestier, il faut rajouter des qualités commerciales à deux niveaux. D'abord, il faut savoir vendre les bois, donc il faut savoir s'adresser à l'acheteur et savoir utiliser les mêmes armes que lui, et puis savoir vendre votre travail. C'est très très difficile. Je vois tous mes camarades qui ont été fonctionnaires, qui ont été à l'Office des forêts, le jour où ils décident de passer dans le privé, ils sont complètement démonétisés. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à vendre leur travail parce qu'ils n'ont jamais imaginé combien ils coûtaient, payer leurs secrétaires ou payer leurs collaborateurs. Ils n'ont la vision que de leur fiche de paye, donc ils sous-facturent
ils n'ont jamais eu besoin d'aller séduire un client. Un client, ça séduit quand même. Il faut donc avoir un langage qui rassure le client. Alors, il y a le terme que j'aime pas beaucoup, qui sont les mauvais avocats qui disent j'inquiète, je rassure, je facture. L'expert forestier, il ne doit pas inquiéter, mais il doit rassurer et savoir facturer. L'arbre du promeneur, celui qu'on voit sur les tableaux, c'est justement celui que fuit que n'essaye pas d'avoir le forestier. Parce que le forestier, il est un outil économique, il doit produire du bois qui soit industrialisable. Et dès qu'il y a une branche, ça veut dire qu'il y a un nœud. Dès qu'il y a un nœud, ça veut dire qu'il y a une probabilité de nœud noir. Ça veut dire que votre planche elle aura un trou et qu'on ne pourra rien faire de cette planche. Donc, nous, forestiers, on va se pâmer devant les arbres qui sont absolument lisses, tout droits, très, très ennuyeux pour le promeneur. Sauf quand ils sont très nombreux. Alors là, quand on arrive dans une futée cathédrale, alors là, tout le monde est bluffé. Donc, on va essayer d'éduquer des arbres un peu ennuyeux, mais aussi parfaits que possible, parce que tout ce qui est usinage déteste tout ce qui est nœud. Il y a grosso modo deux modes de sylviculture qui s'affrontent depuis assez longtemps et qui s'affrontent violemment, la sylviculture régulière et la sylviculture irrégulière. La sylviculture régulière, on la doit à l'époque de Napoléon III, du Comte Empire, où l'agriculture s'est à trouver ses normes. On s'est mis à cultiver massivement, géométriquement, etc. Et on a voulu faire la même chose avec la forêt. On a inventé à cette époque-là les règles de sylviculture régulière. On disait on va faire la même chose pour les arbres, on va les planter comme des betteraves, et puis on les élèvera, on les coupera, on fera une éclaircie, on fera un dépressage, et on a choisi tout un tas de normes. Et alors cette sylviculture régulière, elle a été euh, pensée en regardant que c'est l'accroissement des arbres à l'époque. Et on s'est dit, bon, le chêne, on va le planter comme ça, il sera à 100 ans, il sera mûr, parce qu'il fait à peu près 0,8 d'accroissement tous les ans, donc il fera 80 centimètres à 100 ans, on le cultivera, et puis comme ça, tout ça sera bien. On fera une éclaircie au bout de 20 ans, une au bout de 30 ans, une au bout de 40 ans, jusqu'à 80 ans. On est dans les règles de 1850. Et puis, en 1950, on regarde, on dit, mais nos chênes, ils devraient faire 80. Pourquoi ils font que 30, 35, 40 de diamètre? Alors, on ne s'est pas posé de question. On a dit, bon, on va dire que c'est pas à 100 ans, c'est à 120 ans qu'on les récoltera. Et puis, en 1970, ils n'étaient toujours pas mûrs. Alors, on a dit, bon, bah, ce ne sera pas 120 ans, ce sera 180 ans. Et maintenant, on était à 240 ans. Ce qu'on n'avait pas imaginé, c'est que les accroissements qu'on avait observés sur le chêne, c'était sur des chênes qui étaient en croissance libre. Ils avaient un houppier qui était comme des montgolfières. Et ce qu'on a élevé dans nos futaies de chêne, c'était des chênes qui avaient un houppier comme des petits dômes de parachute, ou comme des parapluies. Et comme la surface foliaire est directement, l'accroissement individuel de l'arbre est directement lié à sa surface foliaire et crée la photosynthèse, eh ben, on avait complètement planté son truc. Derrière sont arrivés des forestiers qui, eux, étaient d'origine non pas forêt d'État, mais forêt privée. Et eux, ils avaient encore des forêts mal fichues, avec des arbres de toutes les dimensions, dont certains poussaient en croissance libre. Et ils ont dit, mais nous, nos chênes, ils font du 0,8. Donc, on peut les amener plus vite, mais à condition qu'il y en ait moins, à condition de ne pas être dans un système concentrationnaire comme on est en futée régulière. Alors, pendant un temps, ce discours futée irrégulière a été banni du monde forestier. Quand on présentait un plan d'aménagement, suivant des normes qui étaient les orientations régionales de production, il était mis le traitement irrégulier est interdit. Puis est arrivée la tempête de 99.
Et en tempête de 99, on a vu des jolies futaies tomber comme des châteaux de cartes, alors que les futaies un peu plus bancales, ben, elles ont perdu du bois, mais elles n'ont pas tout perdu. Et elles se sont très vite refaites toutes seules, parce qu'il y avait du jour, parce qu'il y avait de la lumière, parce qu'il y avait des porte-graines qui étaient restés, etc. Depuis 2000, maintenant c'est très chic de dire, oh, moi je fais du traitement irrégulier, mais le traitement irrégulier, c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pense. C'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'a pas des calendriers comme on a dans le traitement régulier qui vous évitent des erreurs. Donc, il faut prendre, il faut prélever, mais pas trop prélever, et puis faire attention à ce que ça se régénère. C'est finalement beaucoup plus compliqué. Et il y a l'affrontement de ces deux sylvicultures qui maintenant se supportent mutuellement. Et moi, je suis animateur de l'association ProSilva qui promeut le traitement irrégulier pour la Normandie. Et chaque réunion, je monte des peuplements réguliers et des peuplements irréguliers en disant, vous ne massacrez pas un peuplement régulier sous prétexte de faire de l'irrégulier. L'irrégulier, ça se fait tout doucement. Il y a des moments où on peut saisir une opportunité, une petite tempête, une maturité, la disparition de quelques essences d'ombre, où on peut saisir l'occasion de passer de l'un à l'autre. Mais autant c'est facile de raser une forêt et de la replanter, autant c'est compliqué d'installer un système qui autogère. Il y a des choses très très nécessaires, c'est conserver des arbres morts en forêt. Les bourgeois de la post-révolution sont devenus des jardiniers. Ils ne supportaient pas d'avoir un arbre mort dans leur forêt. Les arbres morts, c'est des réserves de- d'êtres vivants exceptionnels. Un chêne vivant, c'est un individu. Un chêne mort, c'est 250 espèces qui se nourrissent de lui, qui interagissent, qui enrichissent la nature. Donc, il faut d'abord individuellement conserver des arbres morts en forêt, évidemment quand ils n'ont plus de valeur. On ne va pas garder un arbre qui vaut 1000 euros, qui vient de mourir. On ne va pas dire, ah bah, celui-là, je vais le sanctuariser. Mais celui qui est mort depuis 5 ans, il ne vaut plus 1000 euros, il faut absolument le garder. Les espaces naturels, c'est très important. Il y a des quantités de coléoptères et d'insectes qu'on ne trouve que sur les pelouses calcaires. Et quand on a des pelouses calcaires, c'est un très mauvais sol forestier. Il faut surtout se garder de le reboiser. Sur une forêt, quelle qu'elle soit, il y a à peu près 5% de la surface qui est sur des sols non boisables, trop hydromorphes, trop calcaires. Et ça, il faut le laisser. Il faut le laisser. Il ne faut pas s'entêter à vouloir tout boiser, tout boiser, tout boiser. La forêt naturelle, il y en a qui existent en Europe qui servent un peu de laboratoire pour voir comment se développent les essences si l'homme ne fait rien. Parce que c'est bien d'avoir une référence et je conseille à tous les propriétaires qui ont un peu de surface de consacrer allez, 1% de leur surface à garder une zone sanctuarisée où ils vont observer. Alors eux n'observeront rien parce que dans leurs 40 ans de vie de forestier, ça ne bougera pas beaucoup. Mais leurs héritiers, soit par le sang, soit par l'acquisition du domaine, leurs héritiers pourront avoir des instructions extraordinaires en allant voir comment ça se passe. La forêt est en très très bon état en France. Elle est en très bon état. On n'a jamais eu autant de forêts. On en replante plus qu'on en détruit. Elle a des maladies, mais c'est des maladies endémiques qui ne peuvent devenir épidémiques que si on a détruit les prédateurs naturels de la maladie. Il faut donc, si on veut faire du bien à la forêt, éviter tout ce qui détruit l'équilibre forestier. Trop de gibier, c'est une catastrophe. Et il faudrait se débarrasser du complexe de Bambi. Dès que on voit un chasseur tuer un cerf, il faudrait hurler de bonheur au lieu de crier au scandale. Le cerf est un animal de steppe et c'est le plus gros destructeur de la forêt. Et alors, comme on a tous été élevés par Bambi,
On trouve oh, le méchant chasseur qui tue le papa de Bambi, c'est une catastrophe. Mais il faut se débarrasser de ce complexe et il faut ramener l'équilibre. Or, actuellement, on est en matière de gibier en total déséquilibre. Et tout ce qu'on fait contre les chasseurs va dans le mauvais sens. Les écologistes qui se bagarrent contre les chasseurs se bagarrent contre la forêt, contre l'équilibre, il faut le savoir. Autre chose, il faut éviter tout ce qui est, tout ce qui va tuer toute une frange d'insectes. Les insectes sont bons pour la forêt. Les insectes, ils doivent être régulés par les oiseaux, par les chauves-souris, mais ils ne doivent pas être régulés par le DDT. Le DDT, il est complètement aveugle. Donc, il faut essayer d'éviter tous les produits excessivement brutaux. Et puis, quand on importe un arbre, il faut faire très attention aux maladies qu'on importe. L'orme a disparu après-guerre parce que les Américains nous ont envoyé des caisses en nous envoyant le plan Marshall et ils ont envoyé des caisses de choses merveilleuses, mais ces caisses étaient en orme et elles portaient une maladie qui s'appelle le Ceratocystis ulmi, qui s'est implantée en Europe, qui a tué tous les ormes d'Europe. Donc, il faut faire très attention. Et aux États-Unis, ils ont la même Ceratocystis, cousin germain de celui de l'orme, sur le chêne. Et il faut faire très très attention quand on importe des chênes en Europe. Jusqu'à il y a 2 ans, on n'avait pas le droit d'importer du chêne qui n'était pas passé à l'étuve. Et puis, cette loi européenne, l'Europe, sous la pression, je crois, des anglo-saxons, a supprimé cette réserve. Et on va peut-être voir dans quelques années, enfin, on sera tous morts, mais une maladie sur le stéatocyste est arrivée sur le chêne, il supprimera le chêne comme il a supprimé l'orme. Il faut être très très vigilant. C'est à juste titre, quand on a des essences qui fonctionnent pas bien, qu'on les rase et qu'on les remplace. C'est pas anormal. Mais dans notre futée régulière de chêne, dont je vous parlais tout à l'heure, celle qu'on vise à 240 ans maintenant, il faut faire des coupes rases. On ne peut pas s'en sortir sans faire de coupe rase. Parce que au moment où l'arbre est commercialement mûr, il est devenu infécond. Les coupes rases, c'est une nécessité. D'abord, je vous ai expliqué l'histoire des essences de lumière. Les essences de lumière, elles ne peuvent s'installer que sur des coupes rases. Et puis alors, pour le paysage, la coupe rase est très importante. La coupe rase, ça ouvre des perspectives, on voit de loin. C'est même esthétiquement, la coupe rase a sa valeur. Elle a sa valeur économiquement, elle a sa valeur biologiquement parce que sur la coupe rase arrivent des insectes, des animaux qui ne sont pas ailleurs, et elle a sa valeur esthétiquement. Alors on l'a dit, tout ce qui est exagéré est insignifiant. Il faut arrêter de faire des catégories, de dire ça c'est très très mal, ça c'est très très bien. Moi je ne suis pas très coupe rase, mais j'ai peut-être tort de ne pas l'être assez. Et je crois que si l'un de mes successeurs change la gestion que j'ai mis au point, ben, il ne faudra pas que j'en sois indigné.